Bonjour, on se retrouve pour un second live, celui-là sur les méthodes pour lutter contre la routine et la baisse de libido en couple. Comme d'habitude, je vous mets le petit lien du professionnel qui sera en direct avec nous. Je vous l'épingle en dessous, il est épinglé donc ici, je vous le rappelle. Bienvenue à tous pour ce second live. Je ne sais pas si ceux du premier vont nous suivre dans le deuxième ou si, voilà, je pense que c'est des sujets un peu différents. Bienvenue à tous. Donc je vous rappelle que vous êtes en direct sur psychologue.net. Je suis Charlotte Ferrari, la community manager de psychologue.net. C'est toujours un plaisir de faire ces lives avec vous. Je vous rappelle que le sujet qu'on va traiter, c'est les méthodes pour lutter contre la routine et la baisse de libido en couple. À voir si ce sujet vous parle. Alors, on va se connecter tout de suite avec Christophe. Sans plus attendre. Alors, bonjour à tous. Je vous rappelle que vous êtes en direct sur psychologue.net. Et on va se connecter tout de suite avec Christophe Niot pour nous parler des méthodes pour lutter contre la routine et la baisse de libido en couple. Bonjour Christophe, bienvenue. Bonjour Charlotte. Parfait. Et puis bonjour à tous les internautes qui nous écoutent. Merci Christophe, bienvenue. Merci d'avoir accepté de faire ce live en direct donc avec nous sur les méthodes pour lutter contre la routine et la baisse de libido en couple. Avant de commencer ce live, je vais te demander Christophe de te présenter s'il te plaît. Donc Christophe Niot, j'anime le site Harmonie Décor qui est essentiellement lié à le bien-être en couple et la sexualité. Donc c'est sur ces deux thématiques-là. Et puis j'aide en accompagnement les couples ou les personnes qui souhaitent solutionner souvent des problèmes plus ou moins importants dans leur vie, souvent intime. Voilà. D'accord, merci Christophe pour cette présentation. Alors on va revenir directement au vif du sujet. Je le rappelle que le sujet aujourd'hui c'est les méthodes pour lutter contre la routine et la baisse de libido en couple. Alors justement Christophe, pourquoi la routine elle s'installe dans le couple ? En fait, c'est quelque chose qui se fait lentement et naturellement, et pour laquelle il faut, on va le voir, forcément avoir une attention permanente. Donc pourquoi est-ce que ça s'installe ? Parce qu'au début, quand on rencontre quelqu'un, on rentre dans ce qu'on appelle l'amour fusionnel. Je confonds. L'amour passionnel, c'est-à-dire que c'est le coup de foudre, on rencontre quelqu'un, on ne pense plus qu'à cette personne-là pendant un certain temps. Alors c'est variable, hein. Chez certains ça va durer 3 semaines, chez d'autres c'est 3 mois, chez d'autres c'est un petit peu plus. D'accord. Ça dépasse rarement un an. Il faut être tout à fait honnête, l'amour passionnel dépasse rarement un an. Pourquoi ? Parce que c'est fatigant pour le cerveau, parce que il est toujours en activité intense et les émotions sont très fortes. Donc il peut pas vivre comme ça passionnément de façon sur le long terme. Donc après se met en place un amour, on va dire, plus fusionnel, où là on est plus lié à l'autre personne sans avoir, je dirais, le tiraillement des débuts. Parce qu'au début on a toujours peur que l'autre disparaisse, que l'autre nous quitte, que l'autre, etc. Donc on est toujours attentionné à se montrer, etc. Et finalement, la routine va commencer à s'installer à partir du moment où l'amour fusionnel commence à se mettre en place. Alors pas au tout début, hein, puisqu'on c'est encore tout neuf, etc. Mais plus le temps va passer, et plus les choses vont commencer à devenir routinières. Et pourquoi ça se passe comme ça ? Parce que notre cerveau, il est super paresseux. Et en fait, dès qu'il peut prendre des raccourcis, il va les prendre. Et c'est pareil dans la vie de tous les jours. Donc, alors, il y a des fois, c'est très intéressant, comme par exemple dans le travail, où quand on a des routines, souvent on est plus efficace, etc. Par contre, en amour, c'est tout l'inverse. On est souvent plutôt contre-productif à être routinier. Et ça, je pense que je le cache à personne. Oui, c'est vrai, on le reproche souvent quand même. Hein. On dit rarement, ah, t'es bien la routine avec toi. Exactement, c'est exactement ça. Et donc, il faut lutter contre cette... je dirais que c'est un peu cette paresse intellectuelle qui fait qu'une fois qu'on se pense en couple et on se dit ouais, il est tranquille, j'ai plus rien à prouver avec l'autre. Et en fait, c'est là tout l'inverse. Il va falloir continuer à se prouver qu'on s'aime l'un et l'autre, et c'est ça qui est important. D'accord. Donc en fait, c'est finalement la vie courante, le courant qui va amener la routine dans le couple.
D'accord, merci Christophe. Alors justement, quel est son impact aussi sur la libido? Ah, eh bien, quelque part, parce que la remarque que tu faisais tout à l'heure, hein, en disant, on te dit rarement que c'est super parce que tu es dans la routine. Eh bien, c'est exactement la même chose. Alors, je fais souvent l'image avec le feu. C'est-à-dire que l'amour, en fait, c'est un feu qu'on allume ensemble, à deux. Et le feu, ben, pour qu'il continue à brûler, il faut lui apporter du bois. Sinon, à un moment donné, il va s'amoindrir et il va aller jusqu'à s'éteindre. Pour l'amour, c'est pareil, il faut toujours lui apporter du bois. Et quelque part, le sentiment amoureux va souvent projeter en fait la libido qu'on a à travers ses fantasmes. Donc c'est super important de quand même conserver une part d'amour pour pouvoir alimenter ses fantasmes, pour pouvoir finalement avoir une libido satisfaisante et correcte. Donc ça c'est toujours super important. Et donc au bout d'un moment, malheureusement, à cause de la routine, et puis du quotidien, il faut se l'avouer, hein, quand on est dans le style un peu métro, boulot, dodo, le soir, on n'a pas envie forcément de faire toutes les folies possibles, et quand on a l'opportunité de faire un câlin, ça peut se faire, mais peut-être c'est toujours dans la chambre, à la même heure, et je vais exagérer un peu, mais quasiment dans la même position. Ouais. Et là, tout de suite, la libido, elle en prend un sacré coup. Parce qu'au bout d'un moment, on l'a fait une fois, on l'a fait deux fois. Bon, la troisième fois, c'est peut-être encore un peu amusant. Mais à la 50e fois, etc., ça devient un petit peu fatigant. En tout cas, ça devient vraiment lassant, quoi, quelque part. Il y a plus de nouveauté et le cerveau adore la nouveauté. C'est en fait de ça qu'il se nourrit le plus. Donc, il faut toujours essayer de cultiver ses fantasmes, ses envies, à travers l'amour en fait que l'on va porter à l'autre, pour nourrir cette libido qui s'envole avec la routine. D'accord. Et est-ce que tous les couples ils sont concernés par ça? Malheureusement, je crois que c'est un peu comme le vieillissement de notre corps. On est tous plus ou moins à la même enseigne sur ce plan-là. C'est-à-dire que si on ne fait pas attention, quoi qu'il arrive, à un moment donné, la routine va s'installer inévitablement. Donc c'est pour ça qu'il y a des stratégies qu'il va falloir mettre en place pour réussir à briser cette routine. Et c'est un effort qu'il faut faire constamment. C'est ça un petit peu la difficulté, c'est que c'est pas quelque chose où on se dit tiens, hop, allez, j'ai rien à faire demain, hop, allez, on va briser la routine demain. Ben non, ça marche pas vraiment comme ça, malheureusement. Il faut que ce soit quelque chose qui soit continuel. Alors ça ne demande pas forcément de gros efforts, souvent un petit peu au début. Hop là, hop, j'ai perdu mon oreillette. Ça demande un petit peu d'effort au début. C'est un peu comme l'image de l'avion qui décolle, hein. Au décollage, il a besoin de beaucoup d'énergie, puis une fois qu'il est en vol, après ça se régule un peu tout seul. Et la routine, c'est un peu pareil. Au début, on a l'impression de faire beaucoup d'efforts pour essayer d'en sortir, et puis une fois qu'on a pris le pas et qu'on a compris comment est-ce qu'il fallait faire finalement pour réussir à amener du piquant dans la vie intime et puis amoureuse, là ça va tout de suite mieux et on arrive à faire les choses. Mais si on le fait pas, et c'est ça la problématique, c'est qu'on va perdre petit à petit. En fait, les sentiments vont se diluer dans le temps, et oui. s'amoindrir petit à petit, jusqu'à parfois disparaître. On arrive après aussi l'ennui, même si on s'aime, mais on peut aussi s'ennuyer. Et quelque part, ça peut être la porte ouverte à toutes les tentations. Alors là, les tentations sont vastes, et c'est malheureusement souvent la routine qui fait que un ou les deux partenaires font certaines choses qui ne sont pas forcément positives pour le couple, en tout cas. D'accord. Alors justement, toi Christophe, quelle méthode on peut mettre en place pour casser cette routine et relancer la libido du couple? Eh bien, en fait, j'ai élaboré donc une méthode personnelle et j'en ai trouvé une seconde que je vais évoquer par la suite. Et puis j'ai une troisième petite technique qui permet comme ça de se projeter dans le futur. Donc la première méthode, c'est celle que j'appelle la méthode du boulanger. Et je vais vous expliquer pourquoi je l'ai appelée comme ça. Parce qu'en fait, chez les vendeurs, il y a deux façons de gagner sa vie. Il y a la façon qu'a le boulanger, il fait du pain tous les jours et il vend sa baguette à de nombreux clients qui reviennent tous les jours.
Et puis vous avez le vendeur de voitures qui, lui, il va faire sa vente. Et puis peut-être la prochaine vente avec le même client, s'il revient, ça sera dans 3, 4, 5, 10 ans, suivant le temps qu'on conservera cette voiture. Et malheureusement, souvent les couples, ils ont tendance à être un peu dans l'optique du marchand de voitures. C'est-à-dire, ils vont se faire des petits cadeaux, ils vont se faire des petits week-ends, mais c'est tellement espacé qu'en fait, globalement, l'effet sur le couple, ça va avoir un effet super ponctuel. C'est-à-dire qu'au moment où on va se faire son petit week-end à deux à Venise ou je ne sais où, c'est cliché. C'est pas grave, Christophe, on t'en veut pas. Tu as le droit d'être dans le cliché, c'est pas grave. Exactement. Mais bon, enfin, je veux dire, ça va être le moment même, mais allez, quelques semaines après, tout est oublié, et puis on retourne dans la routine, et puis la routine va durer un certain temps, etc. Alors que si on met en place des petites attentions, alors je dis peut-être pas forcément quotidiennes, mais au moins toutes les semaines, voire toutes les 2 semaines, ouais. Ça permet à chacun, parce que le but, c'est pas qu'il y ait un des 2 partenaires du couple qui le fasse, hein, il faut que ce soit les 2 qui le fassent en même temps. Et là, dans ces cas-là, ça force chacun à se mettre en proposition de réaliser des choses à 2, et donc de se stimuler, de se challenger, etc. Et ça c'est très positif pour le cerveau, qui adore ça, mais vraiment. Et surtout, ça permet au couple de se lier encore plus, de partager encore plus de bons moments amoureux, aussi bien, je dirais, sur le plan sentimental que sur le plan physique. Enfin, c'est un tout. Et donc, c'est ce que je préconise, donc la méthode du boulanger. Alors, si vous voulez la voir en détail, je l'explique sur mon site internet ou sur ma chaîne YouTube, harmoniedécor.fr, harmoniedécor tout attaché.fr, et vous l'aurez en détail. Seconde méthode, qui est un peu un dérivé de ça, mais elle est un peu plus facile à se rappeler, c'est la méthode dite du 222. Alors la méthode du 222, c'est tout simple, c'est 2 pour faire quelque chose en couple toutes les 2 semaines, le second 2, c'est pour faire en couple quelque chose tous les 2 mois, et le dernier 2, c'est pour faire quelque chose en couple tous les 2 ans. Ok, donc c'est pour ça 222. Donc c'est pour ça c'est facile à se rappeler. Dis donc. Alors, toutes les 2 semaines, on va faire un petit truc. Ça peut être un petit dîner, ça peut être une soirée cinéma, ça peut être une sortie balade à la campagne, ce qu'on veut. Tous les 2 mois, on va se réserver un week-end à 2. On met les enfants chez la grand-mère, on met les enfants chez des amis, on les sous-loue à un autre couple. Mais peu importe, en tout cas, on le passe à 2 et rien qu'à 2. Et tous les 2 ans, et ben là, on essaye de se réserver une semaine, pareil, à 2 si possible, pour se retrouver, se ressourcer et je dirais presque se redécouvrir, parce qu'au bout de 2 ans, on a quand même pas mal de choses à revoir en dehors de la vie standard de couple et de famille. Et c'est ça qui est important. Donc ça, c'est la méthode 222, donc pareil, vous pouvez la trouver sur la chaîne YouTube. Et dernièrement, il y a ce que je pense qu'il peut être sympa, c'est de faire une wishlist ou la bucket list en couple. Alors c'est la grande mode en ce moment, hein, de faire des grandes listes donc de souhaits à réaliser, on va parler en français, de souhaits à réaliser en couple. Donc ce qui permet de se projeter dans l'avenir. Ah ouais. Et d'avoir chacun comme ça ses petites envies, en fait, de dire ah ouais, j'aimerais bien, je sais pas moi, le truc tout bête, hein, assister à un coucher de soleil sur un bord de mer allongé sur le sable avec toi. Voilà. Ça peut être bon, c'est pas forcément très dur à réaliser. Le but c'est pas dire ouais, je veux passer un week-end sur la lune. Non, oui. C'est pas l'intérêt. Il faut que ce soit réalisable avec plus ou moins de difficultés. Et justement, c'est aussi des challenges comme ça qu'on peut réaliser en couple en disant bah tiens, on va essayer de faire celui-là, donc on va se projeter tous les deux, chacun va s'investir pour essayer de le réaliser. Donc c'est super intéressant, c'est que ça fait travailler le couple dans la même direction, et souvent c'est ce qu'on oublie aussi au fur et à mesure du temps avec la routine. Donc voilà, avec ces 3 méthodes-là, ça permet vraiment de se sortir un petit peu de l'ordinaire et de se pousser à aller de l'avant. Donc vous trouvez aussi la méthode wishlist, je dirais, un peu plus détaillée, c'est pareil, sur le site. D'accord. Alors Christophe, qu'est-ce que tu recommandes du coup, de faire ces 3 méthodes ou d'en faire une seule et de les faire dans le temps? Alors,
en fait, l'idée, c'est de... Alors, la méthode du boulanger et la 222, finalement, elles se recoupent un peu. L'idée, c'est de mixer suivant vos envies et vos possibilités. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut essayer de se forcer. Alors, la 222, vous pouvez la nommer 221, ça peut être 212, ça peut être 111. Vous la faites comme vous voulez. L'idée, c'est de se forcer quand même à faire quelque chose régulièrement. C'est ça le plus important. Et surtout, le faire à tour de rôle. Parce que s'il n'y a qu'un seul des deux partenaires dans le couple qui s'investit, au bout d'un moment, ils vont en avoir marre. C'est un peu comme une relation d'amitié. Hein. Quand c'est toujours vous qui prenez des nouvelles de votre copain ou de votre copine, au bout d'un moment, vous faire ouais, bah, s'en fout de moi finalement. Bon, bah, c'est bon. Et ben, dans le couple, c'est exactement la même chose. Alors, c'est pas aussi dramatique qu'en général qu'un ami où de temps en temps on se dit ouais, celui-là, il m'énerve un peu. Mais en tout cas, c'est exactement pareil. Il faut que les deux s'investissent. C'est toujours pareil dans le couple de toute façon. Donc je préconise de le faire à sa guise, de l'aménager comme on veut. Moi je donne les grandes lignes et après chacun l'aménage à sa façon. Et quand je dis faire des choses à deux, c'est pas forcément des choses onéreuses. Ça peut être, alors j'ai des exemples sur ma chaîne YouTube où je donne plein. Je donne une 60aine d'idées justement pour casser la routine dans le couple. Il y a une liste comme ça, une playlist d'idées. Mais il y a des trucs tout bêtes, hein. Ça peut être, je sais pas, écouter le chant des oiseaux au printemps. Enfin, c'est des trucs à partager en deux, se balader main dans la main. Enfin voilà. Enfin, c'est des trucs pas forcément très onéreux, pas forcément coûteux en temps, mais qui vont changer de l'ordinaire parce que justement, ça va créer une petite surprise chez l'autre et c'est ça qui est intéressant. D'accord. Merci Christophe déjà pour ça. Alors justement, on a vu que la routine, elle était, comment on peut dire ça, inévitable. Omniprésente. Alors qu'est-ce que les couples ils devraient s'imposer justement pour lutter contre l'endormissement et la baisse de libido? Alors déjà pour la baisse de libido, je pense qu'il y a quelque chose qui est important, c'est de nourrir ses fantasmes. Alors pour les fantasmes, je dirais, faut pas se limiter. On peut fantasmer de ce qu'on veut, il n'y a pas de souci. Par contre, je recommande assez peu de les réaliser. En tout cas, de presque jamais les réaliser entièrement. Pourquoi? Parce qu'une fois que la boîte à fantasmes est vide, bah derrière, on n'a plus de carburant pour avancer. C'est un peu comme une voiture. Hein. Si vous n'avez plus d'essence, bah, après, il faut pousser. Bah là, c'est un peu pareil. En fait, la boîte à fantasmes, il faut qu'elle soit toujours plus ou moins remplie pour pouvoir nourrir justement cette libido dans le couple. Et vos fantasmes, plus vous les réalisez finalement, et plus vous videz votre boîte, et plus ça devient compliqué derrière. Donc c'est pour ça que je recommande de rarement les réaliser, plutôt les garder justement dans l'imaginaire. Vous pouvez les réaliser partiellement, vous en approchez, mais il faut que ça reste. Comme ça, le fait de ne pas les réaliser, c'est que votre fantasme, il reste. Et donc, vous pouvez toujours essayer de l'améliorer, sans aller réellement jusqu'au bout. Et c'est ça tout l'intérêt. Deuxième chose, donc là, c'est plus, je dirais, au niveau du couple. Souvent, ce que je constate, c'est que les couples, ils s'endorment aussi à cause d'une communication inappropriée. Alors, on n'apprend pas réellement, malheureusement, dans la vie, à communiquer en couple. À l'école, on apprend à faire des rédactions, on apprend à parler faire des exposés devant la classe, etc. Un peu plus tard, dans la vie professionnelle, on apprend à faire des réunions, donc à parler devant des collègues, devant sa hiérarchie, on apprend à faire des comptes rendus, enfin voilà, on apprend beaucoup à s'exprimer et communiquer. Par contre, jamais on apprend à bien communiquer en couple. D'ailleurs, on n'apprend jamais à bien vraiment communiquer avec deux personnes qui échangent et qui sont autre chose que des collaborateurs en fait dans une entreprise. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et donc, bon, j'ai une formation moi, spécifique sur la communication, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est vraiment, il y a beaucoup de choses à apprendre dedans. Par contre, un truc qui me paraît indispensable pour améliorer en fait cette communication et en fait cette compréhension de chacun, parce que c'est souvent ça la problématique de la communication, c'est que on croit que l'autre nous comprend, mais en fait il y a beaucoup de non-dits et de choses qu'on se dit oui mais ça il le sait, et qu'en fait non, le partenaire le sait pas forcément, ou en tout cas le devine pas, parce qu'il n'a pas de boule de cristal et il sait pas tout. Bien sûr. Donc ce que je préconise fortement, c'est de faire un peu ce qu'on fait avec nos voitures.
ce que j'appellerais le contrôle technique du couple. C'est-à-dire qu'on va se donner, généralement une fois par an, un moment à deux, où on va se dire vraiment les choses. Alors, c'est pas un moment de prise de bec, entre guillemets, hein. C'est vraiment un moment d'échange en exprimant ce que l'on a ressenti personnellement de cette année écoulée. D'accord. Et chacun va exprimer son ressenti. Et c'est ça qui est important, puisque là, chacun va pouvoir dire aussi bien ce qui a été, parce que ça c'est important aussi de dire oui, je suis super content. Enfin, bon, il y a 3 jours, j'étais en thérapie avec un couple, et il y a un des deux personnes qui dit à l'autre pendant la séance, il dit ah j'étais super content que tu m'aies envoyé ce SMS. Voilà, c'est tout bête, c'était un SMS, mais ça lui a fait un bien fou parce que pour lui c'était c'était vraiment un geste vraiment d'amour et super sympa quoi. Donc voilà, il n'y a pas forcément de choses négatives forcément à donner tout le temps dans ce contrôle technique. Alors c'est pareil, hein, j'en explique vraiment le mode de fonctionnement sur le site, je vais pas tout expliquer ici, mais j'invite fortement à le faire et ça permet lors de ce rendez-vous à ce que chacun puisse s'exprimer sur surtout ce qu'il ressent et ce qu'il a ressenti de ces moments passés. Et quand on a des difficultés dans le couple, ne pas hésiter à en faire plus souvent. D'accord. Tous les 6 mois, tous les 3 mois, enfin après, pour justement essayer de remettre le couple dans les rails. D'accord. Merci Christophe pour... C'est bon. Est-ce que tu as autre chose à nous dire pour... Globalement, en fait, en faisant tout ça, ça permet d'avoir une meilleure complicité dans le couple, parce que c'est ça qui est important et qui va aussi briser la routine, parce que quand on arrive à être complice et qu'on arrive à bien s'entendre, à faire des choses ensemble, etc., on n'est plus vraiment dans la routine où on s'ennuie, puisque là, on va toujours stimuler l'autre, être stimulé par l'autre, etc. Et donc, c'est un échange de bons procédés et de bonnes ondes, finalement, qui vont faire que le couple a moins de chances de rentrer dans une routine mortifère, aussi bien pour eux que pour le couple. D'accord. Voilà. Et ce que je voulais juste finir sur un tout petit truc, c'est qu'à mon sens, les plus petits bonheurs sont souvent bien plus importants que les gros bonheurs qui sont généralement plus rares. Voilà. Donc il faut aller chercher ces petits bonheurs au quotidien ou de façon assez régulière pour vivre pleinement sa vie. D'accord, voilà. Merci beaucoup Christophe pour ce message que tu nous transmets. On va regarder aussi les questions qui ont été posées, donc j'invite les personnes à poser leurs questions si vous avez des questions pour Christophe, bien évidemment sur la routine et la baisse de libido en couple. Alors, il y avait déjà une question. Alors, Romain qui nous dit, si on a la flemme de faire ses efforts pour rétablir la flamme avec son ou sa partenaire, est-ce que cela veut dire que l'on n'aime plus l'autre? Et sinon, comment faire pour se donner l'énergie nécessaire? Alors effectivement, quand on se dit qu'on a la flemme, c'est qu'il y a un problème quelque part. Puisque logiquement, la flemme vient du fait que, souvent c'est qu'on en a un peu, je ne vais pas dire rien à faire, mais en tout cas que ça nous pèse fortement. Et quand ça nous pèse fortement, c'est qu'il y a quand même un petit souci quelque part. Donc je pense que là, dans ces cas-là, il faut essayer de se remettre en question, essayer de comprendre quelles sont nos réelles envies, où veut-on aller et vers quoi veut-on tendre. Et puis, parce que ça se trouve, c'est peut-être pas forcément bien de rester avec une personne avec qui on s'ennuie et où c'est pas forcément génial. En général, c'est ni génial pour l'un ni génial pour l'autre. Hein. Enfin, c'est un avis assez. Voilà. Et donc, à mon avis, à ce moment-là, il est bon de se poser des questions réellement sur les attentes de chacun. Mais ça peut se faire justement, par exemple, dans un contrôle technique de couple. D'accord. Merci Christophe. Alors, on a Laure aussi qui dit moi, je n'arrive pas à communiquer mes envies sexuelles. Comment faire à mon partenaire? Alors, il y a deux choses hein, quand on a des problèmes de communication. C'est soit nous, on n'arrive pas à les émettre parce il y a une certaine honte, une certaine gêne, une certaine retenue. Donc ça peut être le cas. Alors je vais pas avoir la réponse, donc je vais vous donner les deux pendant. Et puis il y a l'autre pendant, c'est l'autre qui veut pas recevoir. C'est-à-dire qu'on peut éventuellement faire des tentatives de demande, etc. Et l'autre reste fermé à ses demandes. Donc dans ces cas-là, effectivement, c'est compliqué. Et qu'est-ce qu'il faut essayer de faire dans ces cas-là? C'est d'essayer d'exprimer soi-même ce qu'on ressent, ses frustrations,
voilà, j'aimerais que tu me fasses ça, ou j'aimerais faire ça, parce que pour moi, ça va me faire ceci, ça va me faire cela, ça va me donner ce plaisir, et ça va te procurer, ou ça va te procurer ce plaisir, etc. Enfin voilà, je pense qu'il faut essayer de faire comprendre à l'autre pourquoi on a envie de ça. Alors, effectivement, ça peut être, y a toutes les pratiques, hein. Il y a des pratiques qui peuvent être un petit peu plus hors normes que d'autres, et donc ça peut être délicat à aborder pour l'un, et ça peut être délicat à recevoir pour l'autre. Donc, le fait de comprendre pourquoi est-ce qu'on a envie de ça, ça peut aider l'autre à se dire ah oui, effectivement, je comprends mieux maintenant pourquoi il me demande ou elle me demande ça. Je vais essayer, je vais faire des efforts. Après, ça risque de prendre du temps pour que ce soit mis en place, mais oui, ça peut. Enfin, moi, j'essaierai en tout cas de partir comme ça. Après, on peut aussi tomber sur des personnes qui ont, je dirais, peu d'appétence pour le sexe. Ça arrive aussi. Là, c'est plus compliqué. Il est préférable dans ces cas-là de rentrer dans une thérapie pour vraiment préciser les choses. D'accord, merci Christophe pour tes conseils déjà. Alors, on a une maman de famille, Maëva, qui nous dit « Comment faire quand mon conjoint n'est pas là la semaine et ne rentre que le week-end avec 3 enfants en bas âge ?» Ah, alors les enfants, ça c'est toujours compliqué le week-end. Après, vous avez toujours en général les enfants, ils dorment quand même la nuit. Alors vous vous couchez un petit peu plus tard et puis vous récupérez dans la semaine. Mais oui, il faut se débrouiller pour essayer de trouver des plages à se retrouver à deux. C'est compliqué. La vie de parent, surtout dans les premières années, on constate souvent beaucoup de ruptures. D'ailleurs, souvent c'est après le premier ou le deuxième enfant où on constate assez régulièrement après l'accouchement, dans les mois qui suivent, des difficultés de couple parce que le couple n'était pas préparé à devoir finalement avoir son rôle de parent et son rôle d'amant. Et donc il faut réussir à trouver des plages pour être parent, je dirais la majeure partie du temps, puisque les enfants restent éveillés quand même assez souvent dans la journée, et puis quand il y en a plusieurs, en plus, ils n'ont pas forcément les mêmes cycles de sommeil, et puis se donner le soir. Alors, dans ces cas-là, on regarde pas la télé, hein. On s'occupe de l'un l'autre, on se trouve des activités à deux. Alors, je dis pas que c'est forcément faire l'amour dans le lit, mais ça peut être jouer à des jeux ensemble, faire une activité, une passion. Enfin, le tout, c'est de faire quelque chose à deux et de le partager et pas gaspiller ce temps précieux que vous avez ensemble, même si c'est 1 heure ou 2 heures que vous avez ensemble, vraiment le partager pleinement en étant conscient que vous êtes l'un l'autre pour l'autre. D'accord. Ah, alors, déconseillez-vous le porno contre la baisse de libido? Déconseiller, pourquoi déconseiller? Alors oui, si la pornographie vient, je dirais, par défaut par rapport à la relation de couple, faudrait pas que le porno remplace la relation de couple. Et d'ailleurs, la bonne façon de consommer, entre guillemets, de la pornographie, s'il y a une bonne façon, c'est de décorréler le fait de regarder et le fait de se masturber derrière. C'est-à-dire qu'on va d'abord regarder, on va couper le flux vidéo et faire travailler après son imaginaire pour se recréer la scène finalement que l'on souhaite et passer éventuellement à la masturbation derrière. Ça permet justement, en travaillant comme ça, de garder en fait de fantasmer en fait en permanence et donc de travailler son imagination. Il faut savoir qu'il y a une chose qui est importante dans la sexualité, c'est l'imagination. Et c'est ça qui est vraiment le moteur finalement de la libido. Si vous manquez d'imagination, c'est qu'on retourne presque dans la routine, on se retrouve à faire toujours les mêmes choses. Et là, c'est là que ça se passe un peu moins bien, on va dire, dans la sexualité. Oui, je déconseillerais, ou alors de la consommation, mais de façon découpée. D'accord. On a aussi Léa qui nous dit « Comment ça se passe si une personne n'est pas beaucoup démonstrative, tandis que l'autre partenaire en demande beaucoup ?» Ça, c'est quand on a des différences d'envie au sein du couple. Ça arrive très fréquemment. Hein. C'est d'ailleurs, je dirais que c'est rare d'avoir des couples qui soient, je dirais, à 100% en phase
pour toutes les envies, en tout cas sexuelles. Donc dans ces cas-là, c'est pas forcément gênant. Hein. Alors, il faut trouver un accord commun, c'est-à-dire que soit on va se caler sur celle qui a le moins d'envie, soit celle qui a un peu moins d'envie, elle veut bien faire quelques efforts pour voir un petit peu la situation, ou alors, eh bien, dans ces cas-là, c'est celle qui a le plus de besoins, finalement, qui doit trouver une satisfaction que je vais appeler personnelle, enfin, avoir recours par exemple à la masturbation ou à d'autres façons de se soulager finalement. Après, ça peut être aussi, alors si, il y a quand même un petit truc, c'est que l'autre n'a pas forcément... alors, surtout, c'est des personnes qui n'auraient pas de plaisir, Oui. donc si vous faites des activités, des relations charnelles sans plaisir, au bout d'un, très honnêtement, on a envie de les faire. Et on se retrouve à avoir de l'envie, etc. Donc il faut peut-être se poser la question aussi sur le plaisir qu'on va donner à son ou sa partenaire. D'accord. Merci Christophe. Alors on va passer à une autre question. Alors, si la communication ne passe plus bien à distance, ici les voyages, comment améliorer cette communication ? Est-ce que cette question te parle, Christophe ? La problématique de la communication, c'est qu'il faut trouver faire. On n'a pas 10 000 canaux de communication. Donc on a bien sûr la voix, donc ça peut être par le téléphone. Alors le téléphone en voyage, si c'est à l'étranger, on passe par du Skype ou des trucs comme ça pour pas se ruiner en facture opérateur. Et puis sinon, ça peut être de la vidéo. Les deux sont OK pour faire ça. On peut aussi s'envoyer des lettres. C'est un truc qu'on ne fait plus, mais qui est aussi super sympa. Moi, je suis de la vieille école, hein, mais quand j'étais au service militaire, je vais vous raconter ma vie, j'avais une petite amie à ce moment-là, et je lui envoyais une lettre par jour. Et elle me répondait aussi d'une lettre par jour, à peu près, enfin c'était à peu près ça. Hein. Donc j'ai dû envoyer peut-être 250 lettres, en fait, pendant mon service militaire. Bon, je me faisais un peu chier, faut dire ce qu'il y a. Mais ça permet d'avoir enfin, on est en attente de l'autre, et puis enfin, c'est quelque chose de stimulant, quoi. Bon, alors c'est un peu, maintenant, c'est un peu vieux jeu, on va dire. Mais donc on peut s'envoyer des SMS. Alors je prends quand même la voix, puisque la voix a de l'intonation, alors qu'avec un message écrit, on va le lire tel que nous on a envie de le lire et pas comment l'autre l'a écrit. Ça c'est important dans la communication, savoir comment est-ce qu'on transfère, parce qu'en même temps qu'on parle, avec l'expression, là vous voyez mon visage, mais avec l'expression du visage, l'intonation de la voix, on va transférer aussi des sentiments invisibles. Donc je pourrais très bien d'ailleurs dire une petite bêtise, je pourrais la dire de façon totalement zen, sans sourire, sans rien, et l'autre il va comprendre que c'est de l'humour, ça pourrait très bien passer comme une information, on va dire lambda, et puis passer complètement. Donc moi je privilégierais fortement tout ce qui permet le vocal. Si en plus on se va, c'est encore mieux, parce que l'expression de visage, voire même des mains, bon là je suis un peu cadré près, mais les gens qui bougent là en même temps que je parle, vous le voyez pas, dommage pour vous, mais je privilégie, j'y arriverai pas. Voilà, c'est ce que je ferai. D'accord. Merci Christophe. On va s'arrêter là parce que en plus malheureusement c'est vrai qu'il y a des petits problèmes de connexion. Je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est Instagram vu que nous ça fonctionnait très bien avant. Donc merci Christophe vraiment pour ce live, d'avoir répondu aux questions, d'avoir donné tous tes conseils et tes petites méthodes. Merci beaucoup Christophe. Je sais pas s'il y avait autre chose à rajouter sur le sujet, un message à faire passer. Bah s'il y a des personnes qui ont encore des questions, ils vont sur psychologue.net et puis ils me contactent et puis ils me posent la question, je répondrai. Si ça prend pas trop de temps, rapidement, quoi. Et puis voilà. Je te souhaite une très belle journée, Christophe. Je te laisse quitter avec la petite croix qui est au-dessus de toi, normalement. Merci à toi, Christophe. Belle journée.
Merci à Christophe. Je suis désolée, il y avait des petits bugs vers la fin au niveau des audios et ça, c'est pas très évident. Mais merci à tous quand même de nous avoir suivis. La majorité, vous êtes restés jusqu'au bout, donc merci encore. Bien évidemment, ce live, il sera retransmis sur IGTV et dans 2-3 semaines en podcast sur Spotify. Je vous rappelle, n'hésitez pas que oui, on est en podcast aussi. Toutes nos vidéos, tous nos lives, ils sont en podcast, à part bien sûr quand il y a des problèmes de son et que c'est impossible de les monter en podcast. Voilà. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci d'avoir participé, posé vos questions. Merci à tous de nous avoir suivis. À très vite et une belle journée. Profitez-en.